Donc, ravie d'être là parmi vous. Le constat est déjà là et il y a déjà une prise de conscience croissante de la nécessité d'atténuer les inégalités territoriales, dont les inégalités territoriales de santé, et ce n'est pas les moindres. Le défi, on l'a déjà dit, c'est la complexité de mettre en place des plans d'action efficaces et durables. Et la question, c'est quel outil pouvons-nous mettre en place pour arriver justement à cette équité territoriale en santé. Et on propose justement une approche innovante pour répondre à cela. Ça ne veut pas dire que c'est une baguette magique, c'est juste une façon qui est déjà expérimentée et qu'on va essayer de voir. Donc, comme on l'a dit, c'est une prise de conscience qui n'est pas nouvelle. Post-Covid, on a beaucoup parlé justement après le retour d'expérience post-Covid, on parlait souvent de densité. Est-ce que c'est la densité urbaine qui est le problème? Et le retour d'expérience a montré que ce n'est pas la densité le problème, mais ce sont beaucoup plus d'autres problèmes d'inégalité comme la fracture numérique. C'est aussi la justice spatiale. Donc la justice spatiale, c'est la densité des transports publics, c'est la qualité du logement et c'est aussi la qualité des aménagements. Donc ce sont tous ces inégalités-là qui ont accentué justement les effets du Covid. Et ce n'est pas une préoccupation uniquement post-Covid. Donc, depuis les années 80, l'Organisation mondiale de la santé, justement, a mis en place certains programmes, dont le programme Ville Santé, et qui se définit, entre autres, comme une ville qui agit en faveur de la santé de tous et réduit les inégalités. Après, ce programme de Ville Santé, il y a eu la mise en place d'outils pour accompagner justement ce programme Ville Santé. Et parmi ces outils-là, c'est l'urbanisme favorable à la santé, qui porte des valeurs d'égalité et de santé pour tous. Donc après l'introduction de ce programme Ville Santé et de ce démarche d'urbanisme favorable à la santé, on a développé encore d'autres outils qui sont l'étude d'impact santé. Ces études d'impact santé, elles sont déployées à tous les niveaux, pour les politiques publiques, pour les aménagements, pour les documents d'urbanisme, pour toutes les politiques qui prônent ou qui visent à insérer la santé dans la politique publique. Et elle repose sur les valeurs justement d'équité et de réduction des inégalités sociales de santé. Un peu plus tard, lors du consensus de Copenhague, on a justement rajouté dans ce programme Ville Santé un objectif, celui de permettre justement à cet urbanisme favorable à la santé de nous aider à atteindre les objectifs de développement durable et pour réduire justement les inégalités de santé. Je ne vais pas revenir beaucoup sur cette slide parce que dans le premier panel, on a beaucoup parlé des limites de l'approche, on va dire, traditionnelle ou actuelle, on va dire, qui est mise en place. Mais je vais justement me focaliser sur la compréhension insuffisante. Il est crucial de comprendre les différents niveaux d'inégalité de santé pour agir efficacement. Et parmi ces niveaux-là, il y a déjà une première distinction entre les inégalités sociales, qui renvoient aux inégalités par rapport aux catégories socio-économiques, par exemple, et les inégalités territoriales qui renvoient vers des disparités entre zones géographiques. Il y a encore une autre distinction à faire entre trois niveaux d'inégalité territoriale, c'est la santé environnementale, la santé humaine et l'accès aux soins et à la prévention. Et ça, c'est la notion de santé globale. Avant, on parlait de santé
de système d'accès au système de soins, mais après 1948, avec l'élargissement de la définition de la santé par l'OMS, on parle beaucoup plus de 3 types de santé: environnementale, santé humaine et accès aux soins et à la prévention. Il y a une autre distinction, c'est la distinction entre 3 autres niveaux d'inégalité territoriale de santé: physique, sociale et mentale. La première, ce sont des disparités géographiques en termes de santé par rapport à l'état physique. La deuxième, c'est en termes de cohésion sociale, d'accès aux ressources, la participation à la vie collective. Et une troisième, ce sont les disparités géographiques dans la prévalence des troubles psychiques, l'accès aux soins, l'exposition aux facteurs de stress, et ces 2 derniers, on les trouve particulièrement dans les zones les plus défavorisées. Il y a une autre distinction, justement, qui fait que c'est très complexe et que les politiques qui sont mises en place ne sont pas adaptées à ce jour. Donc, c'est aussi ces distinctions entre les inégalités vécues et perçues. Donc, ce qui est vécu, c'est ce qu'on peut mesurer grâce aux indicateurs, c'est l'accès aux soins, la qualité de l'environnement, etc. Mais il y a d'autres inégalités qu'on ne peut pas quantifier. Donc, du moment qu'elles ne sont pas mesurables, on les prend pas en compte. Et ce sont les inégalités comme des sentiments d'injustice ou de désavantage territorial. Là aussi, je ne vais pas reprendre tout cela parce que dans le panel précédent, on a parlé de participation citoyenne, d'adaptation locale, etc. Donc, on va dire que l'approche peut-être dont tous les panélistes ont parlé ce matin, c'est peut-être un développement territorial adaptatif qui va s'adapter et une équité contextuelle, en tout cas en santé, mais c'est général pour toutes les autres inégalités. Donc, là, on a déjà une prise de conscience, mais le problème, ce sont les outils. Est-ce qu'on a des outils et quels sont les outils qui aujourd'hui sont expérimentés dans d'autres pays? Donc, il y a parmi ces outils-là l'urbanisme favorable à la santé, qui est un outil d'aide à la prise de décision pour mieux gérer les défis territoriaux. Et cet urbanisme favorable à la santé, donc c'est un concept qui est intégré, donc ça répond un petit peu à l'objectif dont on a parlé tout à l'heure de développement intégré. Des enjeux croisés, donc il prend en compte une santé globale, une santé environnementale, une santé humaine et l'accès aux soins, et il a une vision holistique qui s'aligne avec de nouveaux concepts comme le One Health, donc santé humaine, mais aussi santé animale. Donc ces nouveaux concepts-là, l'urbanisme favorable à la santé, il s'aligne justement dans ces nouvelles visions. Donc cette approche intégrée de l'urbanisme favorable à la santé, on la trouve justement du fait qu'elle tient compte justement de plusieurs niveaux dont on a parlé tout à l'heure, donc santé physique, mentale et sociale, en reliant tout cela à l'environnement, donc c'est la santé environnementale. Il combine des concepts tels que la santé globale et environnementale pour offrir une perspective complète, et il tient compte des facteurs environnementaux, mais aussi comportementaux et sociaux, donc cette équité dont on a parlé tout à l'heure, de passer du vécu au perçu également. Donc, l'urbanisme favorable à la santé, il est mis en œuvre également sur plusieurs échelles parce qu'on ne peut pas parler d'équité territoriale en parlant d'une seule échelle. Donc, il va d'une échelle individuelle, puisqu'il va promouvoir des modes de vie sains, par exemple, vers une échelle locale, parce qu'il va créer des environnements urbains favorables, à une échelle urbaine, à travers la réduction, par exemple, des inégalités de santé, mais aussi une échelle beaucoup plus globale, en tenant compte de la lutte contre les effets du changement climatique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il repose sur l'interconnexion entre différentes échelles, telles que le concept One Health dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on va rajouter à la santé humaine et environnementale la santé animale, et ça c'est post-Covid justement, et la réduction des inégalités. Donc on va voir certaines expérimentations concrètes qui se font dans plusieurs pays, dans la France
et le Canada. Donc là, on a une carte qui montre justement une stratégie pour permettre de travailler les enjeux environnementaux de santé au niveau territorial. Donc on va trouver qu'elle repose justement sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Partager une culture commune et soutenir l'intersectorialité entre les acteurs, à travers justement la formation, par exemple, dont on a parlé, d'autres panélistes ont parlé de cela. Aborder les projets, les politiques en utilisant des approches systémiques, et on va parler tout à l'heure des approches par déterminants de santé, et c'est très important. Et le coût-bénéfice aussi, santé, environnement, climat, ça aussi j'en ai parlé tout à l'heure, s'appuie sur des démarches et outils pour intégrer la santé, et c'est là, ce qui manque, ce sont les outils. Donc quand on a des outils, on va voir avec le retour d'expérience qu'il y a une meilleure insertion de la santé dans les politiques publiques. Et tout ça, bien sûr, dans l'optique d'offrir une meilleure équité territoriale en santé. Et parmi cela, il y a justement, par exemple, ce dont on a parlé tout à l'heure, l'évaluation d'impact, l'étude d'impact santé, le IS, mais aussi Isadora, dont on va parler tout à l'heure. Donc, les premières choses sur lesquelles reposent justement les politiques publiques en santé, il y a les documents cadres internationaux et nationaux. Par exemple, en France, on va trouver toute une collection qui émane qui a été éditée par l'Organisation mondiale de la santé, comme Agir pour un urbanisme favorable à la santé, ou Intégrer la santé dans la planification territoriale et l'aménagement urbain. Mais on va trouver aussi d'autres cadres beaucoup plus nationaux, par exemple en France. Ce sont des rapports publiés par exemple par le Haut Conseil de la santé publique pour une meilleure intégration de la santé dans les documents de planification territoriale. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que dans toutes ces stratégies-là, il y a l'approche par les déterminants de santé. Donc parmi ces déterminants, il y a la qualité de l'air, l'accès aux soins, etc. Et l'identification des inégalités territoriales de santé, elle permet justement de mettre le doigt sur quels sont les déterminants de santé par zone géographique. Donc ça, c'est dont on a parlé tout à l'heure. Ça permet de mieux contextualiser et adapter l'approche globale. Et cette carte-là, elle montre tous les déterminants de santé qui doivent être pris en compte. Mais c'est pas, on ne va pas tous les prendre en compte, et c'est pour cela que le concept est intéressant, c'est qu'on va faire un diagnostic territorial de santé qui va nous permettre de prioriser les déterminants de santé selon le territoire. Donc, l'approche multisectorielle, on en a déjà parlé dans le premier panel, donc on va passer au prochain. Donc, ça, c'est le guide Isadora dont j'ai parlé tout à l'heure. Parmi les outils mis à disposition, il y a ce guide Isadora, et celui-ci, il va nous permettre de nous guider dans l'élaboration de projets d'urbanisme et d'y intégrer la santé. Donc ça, c'est juste un exercice où je montre à mes étudiants en atelier associé l'importance de la phase diagnostic territorial et qui nous permet justement de prioriser les déterminants de santé sur lesquels on va travailler. Et là, grâce à ce diagnostic santé, on ne va pas prendre en compte tous les déterminants, mais on va prendre en compte uniquement les déterminants prioritaires pour un territoire donné. Donc ça, c'est la matrice d'évaluation. Donc on va d'abord identifier bien sûr le projet et le mettre dans un cadre de cohérence avec les politiques locales. Après, il y a une première fiche, c'est les enjeux santé. Et voilà, il y a une première colonne où il y a les thématiques. La deuxième, c'est le diagnostic territorial qu'on va mener par rapport à ces thématiques-là. Après, il y a les déterminants concernés par le diagnostic territorial. Et c'est comme ça qu'on va prioriser les déterminants concernés pour ce territoire. On peut passer. Après, là, une fois qu'on détermine, qu'on voit les déterminants de santé sur lesquels on va travailler, on peut justement faire un bilan global et faire des recommandations. S'il vous plaît.
On peut passer. Cette approche par les déterminants santé permet justement de cibler les interventions comme on vient de le voir. Et après, on va passer à un autre outil qui est l'évaluation d'impact santé. Donc, on a vu le guide Isadora qui accompagne les projets d'urbain, mais après, il y a l'évaluation d'impact. Cette évaluation d'impact, c'est un outil justement qui nous permet d'intégrer la santé dans toutes les politiques publiques, je l'ai dit tout à l'heure, à toutes les échelles. Ça, c'est juste un exemple d'un rapport d'évaluation d'impact de santé sur une ville canadienne et qui a permis justement de mettre le doigt sur les déterminants de santé les plus prioritaires et voir quelles sont les actions qui vont être menées. Donc on peut passer sur tout le rapport, comme ça on peut présenter d'autres choses. Après, il y a la mesurabilité. Donc, le travailler par des déterminants de santé est important parce que ça nous permet de faire le suivi et l'évaluation des progrès en matière d'équité territoriale de santé. Et parmi ces indicateurs de suivi, on ne trouve pas que des indicateurs de santé, on va trouver des indicateurs environnementaux, de mobilité, de bien-être, etc. Donc l'adaptation aux contextes locaux, là aussi, le panel précédent a beaucoup parlé de cela parce que c'est primordial justement de tenir compte des spécificités de chaque territoire. Après, on va arriver à l'approche par les déterminants de santé et l'intégration de la santé dans les différentes parties des documents d'urbanisme. Donc, par exemple, en France, comme on a dit, dans le diagnostic, on va utiliser ces déterminants de santé pour identifier les enjeux de santé spécifiques au territoire. Après, par exemple, dans les projets d'aménagement et de développement durable, on va définir les objectifs de santé sur lesquels on va travailler. Au niveau des plans locaux d'urbanisme, il y aura des prescriptions, des orientations d'aménagement et programmation OAP spécifiques. Donc, ce sont des documents prescriptifs. Donc, on va avoir des OAP santé, environnement, etc., qui vont justement être des leviers pour l'insertion de la santé dans les documents d'urbanisme. Pour conclure, madame. Comment ? Il faut conclure. Il faut conclure, donc on va passer ça, s'il vous plaît. Donc ça, c'est le diagnostic, tout on a parlé, ça c'est l'OAP. Donc on va aller directement vers l'avis sanitaire, ça aussi, mais rapidement. Donc là aussi, au niveau de l'avis sanitaire, ça nous permet justement d'identifier les inégalités de santé. Après, là, on a déjà parlé dans les panels précédents. Pour cette équité territoriale et mise en œuvre de l'urbanisme favorable à la santé au Maroc, ça paraît comme être un plaidoyer de l'urbanisme favorable à la santé. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une baguette magique. On ne va pas dire que demain on va appliquer cette méthodologie, mais ça met juste un doigt sur le fait que avoir des outils, c'est très important quand on a des impératifs aussi complexes. Pour l'urbanisme favorable à la santé, on n'a pas vu la fin de la présentation, mais on utilise beaucoup de la cartographie interactive qui nous permet justement de faire des cartes de cumul des vulnérabilités et pour ressortir les territoires les plus vulnérables et ceux où les actions doivent être menées. Et tout cela, ce sont des outils qui sont mis à la disposition pour une meilleure intégration de la santé, notamment dans les documents de planification. Merci beaucoup.